en mai. Donc, déjà, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à la formation, je vous invite à vous inscrire. Jusqu'à aujourd'hui, on a fait pas mal de webinaires et nos formateurs sont passés vous présenter c'était quoi data engineering, data analysis. Aujourd'hui, on fait data machine learning. Et vous avez, comme moi, découvert beaucoup de choses et vous allez apprendre encore beaucoup de choses lors de la formation qui vient. Donc, je vous invite à vous inscrire à notre formation. Je vais mettre le lien dans le chat. Vous aurez la possibilité de, en cliquant sur le lien, vous inscrire directement à la formation et vous pourrez nous rejoindre dans cette aventure passionnante. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais laisser Monsieur Dosset se présenter à vous et débuter cette séance passionnante avec nous. Donc, j'invite Monsieur Dosset à prendre la parole. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je vais commencer par me présenter. Je suis Désiré Dosset, comme Abel a dit. Pour ce qui est de mon parcours académique, j'ai d'abord commencé par une licence en statistique économique à l'ENIAM, à Cotonou. Ensuite, j'ai préparé un bootcamp et j'ai pris une certification en data organisée par Viva Data et Dakar Institute of Technology. Puis, j'ai fait un master en data science à l'Institut de maths et sciences physiques de Dongbo. Et maintenant, je suis un master en ingénierie financière à l'Université Mohamed VI Polytechnique de Bengueri. Pour ce qui est de mon parcours professionnel, j'ai fait d'abord un stage en statistique à l'Institut national de la statistique et de la démographie. Puis, j'ai fait un stage en BI et data analysis à Frequent Payment Theory à Dakar. Ensuite, j'ai décidé de me lancer tout seul à être data scientist freelancer, principalement sur Upwork. Et de temps en temps, je prends part à des compétitions de ML sur Zinti, Kaggle et bien d'autres plateformes. Et actuellement, j'ai rejoint Data Africa Hub et je suis formateur à la Data Academy. Pour le déroulement de notre webinaire, je vais commencer par présenter ce qu'est le machine learning, évoquer quand est-ce qu'on peut l'utiliser et aussi parcourir les différents types de machine learning. Faire un résumé de la méthodologie utilisée en machine learning et quels sont les boulots qu'on peut avoir. Principalement, c'est le boulot de ML Engineer. On va voir quels sont ses rôles, les missions de l'ingénieur ML, voir les outils et les compétences qu'il a et quels sont les niveaux d'éducation des ingénieurs ML en général. Bon, ceci, c'est une introduction au machine learning au préalable au bootcamp que nous allons organiser bientôt, comme Abel a mentionné. Qu'est-ce que le machine learning? L'encyclopédie de la data science du machine learning dit que c'est la création et l'utilisation des algorithmes informatiques pour identifier des patterns dans les données sans des instructions explicites à travers l'utilisation des méthodes statistiques et d'optimisation. De manière classique, lorsque l'on programme, on fournit au programme la donnée et des étapes, des instructions pour qu'il nous donne le résultat et après il nous le renvoie. Mais en machine learning, c'est l'inverse. On lui donne la donnée, on lui donne le résultat, bon, selon le type de machine learning qu'on applique. Et lui, il devine comment les ensembles des instructions qu'il faut pour trouver la réponse. En gros, c'est ça la différence entre faire du machine learning et faire de la programmation classique. Quand est-ce qu'on peut utiliser le machine learning? Lorsqu'on n'a par exemple pas l'expertise humaine pour accomplir certaines tâches, ou bien lorsque ce n'est pas possible pour des humains d'expliquer leurs compétences, comme la reconnaissance vocale. La base, on utilise le machine learning c'est une part de l'intelligence artificielle. En gros, on essaie de permettre à la machine de réaliser les tâches que l'homme réalise habituellement. Lorsque aussi on veut personnaliser des modèles, par exemple faire de la médecine personnalisée, et lorsqu'on a beaucoup de données et qu'on veut créer des modèles, par exemple en génomique, l'analyse des gènes, et lorsqu'on veut calculer par exemple les salaires des gens, ce n'est pas nécessaire de créer un modèle de machine learning. La formule est connue, ce n'est pas la peine.
Le machine learning est surtout utile lorsqu'il y a des facteurs aléatoires dans les phénomènes qu'on étudie. Pour ce qui est des types de machine learning, on peut en distinguer principalement 3. Mais il y a aussi 2 types qui sont des sous-catégories des autres. Il y a l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, l'apprentissage par renforcement, l'apprentissage semi-supervisé et l'apprentissage auto-supervisé. Et là-dedans, pour toutes ces méthodes d'apprentissage, il y a également l'apprentissage profond. Là, on utilise des réseaux de neurones, ce qui est totalement invoqué là-dedans. Pour ce qui est de l'apprentissage supervisé, on essaie de chercher une fonction qui va établir une relation entre la donnée qu'on fournit à l'entrée et la sortie. Donc, le modèle va essayer d'apprendre à partir des expériences passées comment construire cette fonction-là. De manière un peu plus concrète, pour approximer cette fonction, on a un ensemble d'instances X et on cherche une fonction inconnue f qui va relier X à la réponse Y. Et cela est cherché dans un espace de fonctions. Il y en a plein de possibilités. Donc, en entrée, on a des exemples ici et Y qu'on remet à notre algorithme. Ça peut être par exemple un email et le Y peut être de classe si l'email est un spam ou ce n'est pas un spam. Et on est censé lui retourner une fonction h qui appartient à l'espace des fonctions, qui approxime le mieux la fonction inconnue que l'on cherche. Ou bien on va envoyer une règle de classification qui détermine si l'objet, qui détermine la classe de l'objet en fonction de ses attributs. Par exemple, je ne sais pas, s'il voit par exemple le mot menace dans le mail, en même temps, il envoie ça dans spam. Ça peut être une règle comme celle-ci. Pour ce qui est de l'apprentissage supervisé, il y a plusieurs tâches qu'on peut résoudre. L'une des tâches que l'on fait, c'est de la régression. Et quand on fait de la régression, généralement, la sortie, c'est une donnée numérique. Ici, par exemple, on peut avoir entraîné un modèle d'apprentissage supervisé. Donc là, on a passé, par exemple, le sexe d'un individu, sa taille, son poids et la taille de ses cuisses. Et à partir de ça, lui peut prédire l'âge de l'individu. Ici, par exemple, si on a déjà déployé le modèle, ici, on a remettre en entrée un garçon grand de 4 pieds, pesant 100 kg, ayant 10 cm de large de cuisse. Et donc, ici, vous voyez, le modèle il va prendre en entrée que des nombres. Donc, on va essayer de codifier le sexe, par exemple, avec 1. Le modèle prend son entrée et il sort en sortie un scalaire. Et pour l'interpréter, on voit que l'âge prédit est 15 ans. Si c'est un problème de régression univariée, on n'a qu'une seule variable en sortie, une seule sortie, c'est une valeur réelle. Et comme je disais, les réseaux de neurones sont imbriqués dans le machine learning. Donc, on peut faire ça avec plein d'algorithmes classiques de machine learning. On peut aussi utiliser les réseaux de neurones. Un qui est pratique dans ce cas, c'est les réseaux de neurones feed-forward. Pour ce qui est de la régression multivariée, là, on a plusieurs sorties. Bon. Par exemple, ici, on va essayer de déterminer le point de gel et de chauffage d'une molécule. Donc, on a entraîné un modèle qui prend en entrée des molécules et qui nous sort les températures recherchées. Donc, la molécule, elle sera d'abord transformée. Il y aura par exemple les liaisons qui sont codifiées par des nombres, s'il y a des liaisons ou pas. Et ensuite, chacun des atomes aussi seront codifiés. Et après ça, on passe à notre modèle et il nous sort en sortie les températures. La première température, moins 17,8, c'est la température à laquelle ça se gaze. Et l'autre, c'est la température d'ébullition. Donc, c'est un problème de régression multivariée parce qu'on a plus d'une sortie, ici 2. Et on peut utiliser des réseaux de neurones de graphes pour résoudre ce problème. Pour ce qui est, on peut aussi faire de machine learning avec du test. Et là, ici, on essaie de classifier si le test a un sentiment positif ou négatif.
ça, c'est une phrase de Romeo et Juliette. Love is heavy and light, white and dark, hot and cold, thick and heavy, asleep and awake. It's everything except what it is. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va encoder ça sous forme d'un vecteur de nombres. Et ensuite, ça place ça au classifieur et sort deux probabilités. La première, c'est la probabilité que ça appartient à la classe positive et la deuxième, c'est la probabilité que ça appartient à la classe négative. Et là où c'est maximal, c'est la classe correspondante. Donc, pour un problème de classification binaire, ça me sort des probabilités et on prend la probabilité maximale, la classe correspondante à la probabilité maximale. Ici, c'est la classe positive. Bon, sûrement parce qu'il a vu des mots tels que l'ordre, c'est pour ça qu'il a considéré que c'est un test dont le sentiment est positif. Donc, c'est un point de classification binaire et on peut utiliser aussi des réseaux de neurones pour le faire. Il s'agira juste de changer la fonction d'activation à la sortie. Si on peut par exemple prendre une fonction d'active. C'est vrai qu'on n'a pas encore vu l'architecture, je ne vais pas présenter ça, bon, je vais me limiter à ça. D'autres applications du machine learning pour des problèmes supervisés, il y a la classification de musique. Donc, en gros, on ne va pas passer directement la musique, le son à notre modèle. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le son et on récupère les fréquences des sons et on les représente sous forme de spectrogramme. Alors, le modèle va prendre le spectrogramme en entrée et ce spectrogramme-là est converti aussi en vecteur de nombres. Et il prédit aussi des probabilités en fonction des différentes classes que l'on a. Et la classe correspondant à la probabilité maximale attribue. Dans cette classe, on catégorise le 2 qui a été remis en entrée. Donc, c'est un problème de classification multiclasse. On a plusieurs classes ici. Ici, par exemple, la probabilité, c'est 0,51. Donc, clairement, il va prédire ce son-là comme étant une musique du genre Afrotrap. Et comme c'est des données séquentielles, les réseaux neuronaux qui sont adaptés à ce genre de problème, c'est les réseaux neuronaux récurrents. Bon, il y a plein de... pour ce qui est de la classification d'images, là, on essaie de classifier en fonction de diverses catégories, fruits, cowboys, etc. Donc, on prend l'image, on récupère les valeurs des différents pixels sur l'image et que l'on met sous forme de vecteur. On a déjà un modèle qui a été entraîné, donc elle prend le vecteur de pixels et elle prédit la classe. Et ici, bon, normalement, c'est censé s'additionner à 1 toutes ces probabilités. Et ici, elle trouve 0,85 pour la classe correspondant à cowboy. Donc, il prédit que l'image, c'est un cowboy à 85%. Et c'est un problème de classification multiclasse. On a plus de 2 classes. Et les algorithmes qui marchent bien là-dessus, ce sont les réseaux neuronaux convolutionnels. Donc, quand est-ce qu'on fait de la régression? Lorsque la sortie, on a des nombres, des nombres généralement continus. Lorsqu'on a des classes comme sortie, là, le problème supervisé, c'est une qu'on résout généralement. On peut distinguer la classification binaire et la classification multiclasse. Bon, binaire, c'est quand on a plus de 2 classes. Quand on a multiclasse, il y a différentes approches pour le faire. Soit on entraîne, on fait one versus, on fait de la classification one versus reste. Donc, on peut dire si c'est là. Par exemple, s'il y a 5 classes, pour chacune des classes, on va prédire si ça appartient à ces classes ou pas. Ou bien on peut faire one versus all. On est en train de classifier binaires pour toutes les combinaisons possibles de classe 2 à 2. J'espère que vous me suivez. OK. Vous pouvez faire des pouces pour montrer que vous êtes là. Parce que là, Oui, c'est incroyable. oui, je vois. Merci. Maintenant, lorsque en sortie, on n'a plus d'une valeur, c'est généralement d'un problème multivarié, plus d'une sortie. Donc, le type de machine learning, c'est le machine learning non supervisé. Ici, on veut plutôt décrire la donnée, essayer de faire des résumés. On n'essaie pas d'approximer une fonction.
comme machine learning supervisé. Et les applications possibles, c'est du clustering, trouver des valeurs anormales, générer de nouveaux exemples pour remplir des valeurs manquantes. Quand je parle de clustering, on essaie de regrouper des individus qui se ressemblent le plus ensemble et qui se distinguent le plus des autres. Pour ce qui est de trouver des valeurs aberrantes, dans ces cas-là, donc généralement, tout ce qui est normal va se retrouver ensemble et tout ce qui est aberrant sera aussi à part. Et donc, en les interprétant, on les reconnaît comme étant des valeurs aberrantes. On peut les écarter ou bien faire attention à elles lorsqu'on fait nos analyses. Tout le monde connaît bien les applications du MLO. On génère de nouvelles images, des deepfakes, des images qui n'existent pas. Des algorithmes de machine learning non supervisés. Ici, on a une liste d'images et on veut essayer de les regrouper. Bon, on peut peut-être voir leur forme, peut-être des couleurs. Ici, des chercheurs, ils ont essayé de créer un modèle, un réseau neuronal pour le faire, pour les regrouper, pour faire du deep clustering. Et voici ce qu'ils ont obtenu. Donc, par exemple, ici, ils ont mis des images ensemble qui ont les mêmes formes, ou aussi les couleurs de pixels proches. Ici, ce sont des voitures. Mais il y a quand même des erreurs à certains endroits. Si on peut croire que c'est des fruits, je se base sur les fruits, les formes. Donc, ça, c'est une application. Donc, ce qui a retenu, c'est que dans l'apprentissage non supervisé, on ne donne pas la réponse à l'algorithme. On lui donne juste les caractéristiques des objets ou des observations qu'on étudie. Donc, lui, il essaie d'établir, selon la tâche qu'on résout, de décrire ou de faire un résumé sur ces objets-là. Par exemple, ça peut être une question de trouver des règles d'association. Par exemple, si quand on ne fait pas de règles d'association, on a des consommateurs, on a une activité, par exemple, au supermarché, il y a des gens qui viennent à chaque fois faire leurs courses. Et donc, ils ont leur panier de biens. On peut collecter ça pour plein de consommateurs au supermarché. Et en les analysant, on va voir que ceux qui achètent, par exemple, du pain, ils ont aussi l'ajout d'acheter du fromage. Et donc, là où on range notre pain, on va mettre du fromage à côté. Ça peut aider à booster les activités, augmenter les ventes. À part ça, on peut aussi utiliser une machine learning supervisée pour réduire la dimension. Parce qu'actuellement, plus on collecte la donnée, plus on a plein d'informations et plein de caractéristiques. Et forcément, toutes ces caractéristiques ne sont pas totalement utiles. Ça ne permet pas forcément de mieux modéliser notre problème. En réduisant la dimensionnalité, on obtient des variables latentes qui sont plus explicatives des phénomènes qu'on étudie. Donc, par exemple, si on a sur des observations, je ne sais pas, 10 000 variables, on appelle comme facteurs qui sont plus efficaces et qui permettent d'avoir un modèle plus performant. À part ces cas d'application, on a déjà mentionné ça, les modèles génératifs, généralement ce sont les réseaux neuronaux adversariaux génératifs qu'on utilise, les GAN. OK. Ensuite, à part les apprentissages supervisés, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. Ici, on n'a pas de données au départ. On a par contre un ensemble d'états, un ensemble d'actions et un ensemble de récompenses. Et l'objectif, c'est de prendre des actions pour changer l'état dans l'environnement. Et de telle sorte qu'on reçoit une récompense. Ça peut être une récompense positive ou une récompense négative. Donc, on est censé explorer l'environnement et l'exploiter pour avoir des données, histoire de mieux faire. Donc, c'est une question d'apprentissage par erreur. C'est un peu comme l'enfant qui, au départ, il essaie d'apprendre à marcher. Il se lève, il tombe, jusqu'à finir par trouver comment mettre un pied devant l'autre. Une des les jeux, particulièrement, on peut prendre par exemple le cas d'échec. Les états, ce sont toutes les positions des pièces, des différentes pièces
sur l'échiquier. Et les actions possibles, ce sont les différents mouvements possibles chaque instant. En fonction des mouvements que l'on fait, on peut avoir des récompenses telles que peut-être de mettre le roi en échec, bien de capturer un pion. Et donc, évidemment, ça dépend de comment on pondère les récompenses. Par exemple, si c'est juste capturer un pion, on peut lui récompense peut-être de 1 et capturer, mettre en échec le roi, on peut lui mettre une grande récompense, histoire que l'algorithme cherche à obtenir sa récompense. Par contre, si c'est son roi, si c'est sur ce fait échec et marre, on peut lui mettre une récompense très négative pour décourager ça dans l'apprentissage, les actions qui conduisent à ça. Et donc, c'est construire un modèle qui essaie d'exécuter des actions et ainsi générer de la donnée. Et alors, quand il teste plusieurs possibilités, il va finir par choisir l'action qui maximise la récompense. Donc, on voit à chaque fois, il prend en entrée un vecteur de tous les états à un instant donné et aussi les actions, et on prend des actions. Et en sortie, il nous renvoie l'action dont la probabilité est la plus élevée. Certainement, celle qui conduit à la récompense maximale. Pour ce qui est de l'apprentissage semi-supervisé, dans ces conditions, on y songe, c'est lorsque on a une partie de données labellisée, une partie de données non labellisée. Donc, on va entraîner notre modèle. On va faire d'abord de l'apprentissage supervisé. Et ensuite, on fait aussi de l'apprentissage non supervisé sur la donnée non labellisée. Ça nous permet de générer on essaie de les regrouper ensemble. Et maintenant, ces nouveaux groupes qu'on a là, par exemple, c'est de la classification, on peut essayer de voir, d'interpréter ces groupes en fonction des classes qui existent et leur attribuer des classes et réentraîner le tout pour résoudre le problème. Pour ce qui est de l'apprentissage auto-supervisé, certains voient ça comme le futur. En fait, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est par exemple lorsqu'on a plein d'images. Généralement, avant de la classification d'images, il nous faut les labels. Et ça demande beaucoup de temps pour labelliser toutes ces données et aussi beaucoup de ressources financières. Donc, l'idée est d'utiliser des méthodes non supervisées telles que les auto-encodeurs pour générer le label et ensuite résoudre des problèmes d'apprentissage supervisé classique avec. Pour ce qui est de la méthodologie de machine learning, la première étape, c'est de définir le. Donc, on va dans la vie réelle, on observe les problèmes qu'il y a. Et si c'est on peut résoudre le machine learning, on définit un problème. On collecte de la donnée, parce qu'on ne peut rien faire si on n'a pas de données. C'est là où on fait appel à des data engineers. Et ensuite, lorsqu'on a défini notre problème, on a notre donnée, on est censé choisir un algorithme pour pouvoir résoudre le problème en fonction de la tâche associée au problème défini. On choisit une métrique d'optimisation pour évaluer notre modèle. Et après avoir choisi la métrique, on choisit une métrique pour pouvoir optimiser l'algorithme. Après avoir choisi la métrique, on est censé l'évaluer à chaque fois sur la donnée qu'il n'a pas vue. Donc, en gros, l'algorithme de machine learning, on lui envoie, si c'est du supervisé, par exemple, c'est le cas que je vais vous donner comme exemple, les données et les labels. Il apprend, les poids sont optimisés en fonction de la métrique choisie. Et donc, nous générons, lorsqu'on a une nouvelle donnée, on lui envoie en entrée et on effectue la prédiction. Bon, cette architecture un peu plus détaillée donnée en bas. On est supposé séparer notre donnée en partie d'entraînement et en partie de test. Pourquoi? Parce que on doit être sûr que la métrique qu'on obtient, là, le score qu'on obtient, est effectivement celui qu'on aura en production. Donc, c'est une score qu'on doit obtenir sur une donnée que le modèle n'a pas vue. Donc, le training dataset est utilisé pour entraîner le modèle de machine learning et le test dataset est utilisé pour l'évaluer. Et il y a différentes stratégies de validation. Bon, j'en ai listé quelques-unes là. Et derrière, ces modèles, c'est vraiment des hyperparamètres. Les paramètres, et ça, ce sont en fait des paramètres qui dépendent de la donnée. Donc, on est censé les faire varier pour trouver ceux qui sont adaptés à notre donnée. Bon,
Et après, on a un modèle final et on met une nouvelle donnée. Il fait la prédiction. Et on a notre réponse. Tout ça, c'est bien beau, mais quels sont les boulots que les gens en apprenant du machine learning? Ils peuvent devenir ML engineer, robotic engineer, NLP scientiste, ceux qui traitent uniquement du texte. Ils font du traitement de langage naturel, ou bien ceux qui traitent uniquement des images, des vidéos, ce sont les computer vision scientists. Bon. Quand on prend le ML engineer, quels sont ses rôles? L'une des missions, les rôles et les missions du ML engineer, c'est de créer des modèles, mais ce n'est pas juste pour qu'ils restent là. Il est supposé les déployer en production. Donc, sa première attribution, c'est de déployer des modèles de production, des modèles de machine learning en production. Après qu'ils sont déployés, il faut qu'il effectue un suivi afin de les améliorer. Et aussi qu'ils puissent toujours s'adapter à prendre en requête prendre en entrée plusieurs requêtes. Et bon, principalement, ça, c'est 3 attributions en général. Quelles sont ses compétences et les outils qu'il utilise? Bon, ça, c'est pour ceux qui sont des outils. Ça, c'est une enquête qui a été effectuée sur Kaggle. Ça se fait chaque année. Ça, c'est en 2021. On a regardé les outils que les gens utilisent le plus. La première librairie, c'est relativement scikit-learn, 2%. Ensuite, TensorFlow, XGBoost, Keras et PyTorch. Principalement, ce sont ceux-là. Et pour ceux qui sont des compétences du ML Engineer, ils doivent avoir des compétences en mathématiques, en statistiques, parce qu'il ne faut pas se mentir, derrière tout ça, c'est surtout des algorithmes de statistiques qui sont utilisés. Il doit être aussi bon en programmation, parce qu'on traite de gros volumes de données, il ne faut pas que les algorithmes utilisés soient lents. Et il doit être familier avec les systèmes distribués. Ça permet aussi de gérer de gros volumes de données. Il doit être amené à différents modèles de données et d'évaluation. Par exemple, la façon dont on évalue un modèle pour des problèmes de régression, ce n'est pas la même manière qu'on l'évalue pour des problèmes de classification. Il doit être amené à beaucoup d'algorithmes de machine learning pour savoir lesquels sélectionner en fonction du problème. Il doit être aussi familier avec des concepts d'ingénierie logicielle et de système. Parce que c'est du code en écrit et il faut qu'il soit maintenable et évolutif. À part ces compétences techniques, l'ingénieur ML doit aussi avoir des soft skills parce qu'il travaille en équipe. Donc, il doit être amené de travailler en équipe, il doit bien communiquer et être créatif. Pour ce qui est de son éducation, on peut avoir un diplôme formel ou bien on peut se former soi-même ou également on peut prendre part à des formations accélérées. Ça, c'est une enquête sur Kaggle en 2022. C'est sur environ, la plupart ont un diplôme de master ou de licence. Certains ont des PhD et quelques-uns, effectivement, ont pris des cours d'université sans avoir de diplôme, probablement des cours en ligne, et d'autres, carrément, n'ont pas d'éducation formelle. Donc, tout le monde peut faire du machine learning. L'essentiel, c'est juste d'être motivé. Eh bien, merci pour votre attention. Vos questions sont les bienvenues. Alors, merci Ahmed pour ta présentation, c'était très intéressant. On a pu euh, voir un peu tout ce que c'est le machine learning et on voyait que derrière c'était des modèles, des data, beaucoup de trucs et beaucoup de maths aussi. Donc c'était vraiment très intéressant. Déjà, comme il a dit, nous sommes arrivés à la fin. Vous pouvez faire vos réactions juste pour le remercier. Et si vous avez des questions, vous pouvez lever votre main ou bien tout simplement écrire dans le chat. Déjà, on a 2 questions dans le chat pour toi, Ahmed. Donc pour les autres, vous pouvez lever vos mains ou vous pouvez écrire aussi dans le chat. Donc, la première question, c'est la question de Monsieur Lothaire qui dit peut-on passer par les algorithmes classiques comme XGBoost, RF, etc. Pour cela, tout en décomposant la date en format jour, mois, année. Ok. Peut-on passer
avec des Oui, modèles tu XGBoost. peux lire dans Oui, le chat si tu as la possibilité de voir directement. ok. Peut-on passer par les algorithmes classiques comme XGBoost R pour cela tout en décomposant la date en format jour, mois, année? Ok, oui, oui, effectivement. Selon le problème que vous essayez de résoudre, si les informations telles que, si vous avez bien sûr une variable date et que la date est supposée être expliquée, la variable, si bien sûr c'est du supervisé, je suppose. Si la date telle que son jour, le mois, l'année est censée avoir une relation avec la variable dépendante. C'est possible bien de convertir la date en jour, mois et année avant de passer ça au modèle. Je ne Alors, sais pas si j'ai bien répondu à sa question ou bien c'est pas cerné. donc, mais je pense il va nous revenir par rapport à ça. Mais il a posé une seconde question. Il dit sur Kaggle, j'ai pu voir notamment la faisabilité. Que pensez-vous de la librairie PyCaret? Pas carré. Si je ne me trompe pas, j'ai une librairie pour faire du AutoML. Bon, j'ai eu à tester ça une seule fois, mais bon, c'est vraiment excellent. Genre, ça compare tout, ça nous fait entraîner plusieurs modèles et ça nous sort les métriques. On peut directement sélectionner les meilleurs modèles. C'est pas mal, très bon. Mais j'ai pas vraiment l'habitude d'utiliser, j'ai utilisé une seule fois. Ok. Donc, en attendant que les autres posent la question, déjà, merci beaucoup pour ta réponse, Ahmed. C'est vraiment intéressant. Je, Ouais, je ben, me dis souvent que aujourd'hui, on n'entend pas beaucoup parler de machine learning engineer et tout. Du coup, je me demande, est-ce que quelqu'un qui se spécialise dans le machine learning engineer ne devrait pas aussi se spécialiser d'abord en data engineer ou bien tout ça? Ben, j'ai l'impression que c'est beaucoup de concepts tout d'un coup. Et comme j'entends pas souvent parler de machine learning engineer, est-ce qu'ils sont là actuellement ou bien ce sont des data engineers qui font du machine learning et ainsi de suite? bon, ça dépend de la boîte. Généralement, quand on recrute dessous, elle est supposée aussi recruter un data engineer parce que le ML engineer ne peut rien faire s'il n'a pas la donnée. Le data engineer, lui, est supposé s'assurer que le ML engineer et les data analysts ont de la donnée prête à être manipulée pour résoudre leurs problèmes. Mais des fois, les petites boîtes n'ont pas assez de sous, donc ils peuvent recruter un ML engineer ou un data analyst et lui faire toutes les tâches associées à la donnée. C'est peut-être au ML engineer de savoir quelles sont ses responsabilités possibles, la spécifier à la boîte pour prendre quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, chacun a ses objectifs à atteindre, en fait. Mais effectivement, comme aussi, si, si on est à l'aise à pouvoir faire les tâches du data engineer, ça ne demande pas trop de temps, il peut le faire. Mais je ne pense pas que ce soit forcément obligé d'aller apprendre du data engineer avant de faire du ML engineer. Bien que ça puisse faciliter les tâches, on n'aura plus à attendre le résultat du data engineer. Mais le ML engineer est quand même supposé travailler en équipe. Donc, c'est une question de compromis Ok, en fonction de l'entreprise. Ouais. ok, merci. Donc, on a encore des questions dans le chat. Il faut dire que monsieur l'auteur, il a beaucoup aimé la présentation. Tu peux les prendre. Ok. J'attends à travers certains scénarios data que le développement sera un atout en plus lorsqu'on est data scientist. Partagez vos souhaits d'avis. Si oui, quel framework Python vous conseillez? Ok. Euh, En effet, généralement, les projets de data, c'est pas tout le temps que les entreprises les ont. C'est juste pour, je sais pas, 1, 2, 3 mois. Et quotidiennement, ils font du développement. Donc, si quelqu'un a un profil de développeur, généralement, les entreprises sont plus motivées à les recruter. Genre, ils vont rejoindre leur équipe de dev. Ici, il y a le projet data, tant mieux pour eux, ils bossent. Bon, moi, pour les occasions où j'ai eu à travailler, généralement, j'avais toujours un ami qui faisait du développement. Pour mon second qui faisait du développement, donc il s'occupait de cette partie, la partie déploiement de l'appli BI qu'on a faite et aussi d'occuper la donnée pour moi. Et d'autres travaux que j'ai fait en freelance qui s'occupaient de développement. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire
la partie ML. Donc, si vous avez toujours, soit vous vous intéressez au développement, effectivement, pour être sûr d'être toujours recruté, soit vous êtes sûr d'avoir quelqu'un avec qui vous allez collaborer. Pas obligé de faire du développement. Merci. Ok. Donc, merci. Je vois que Monsieur Luther faisait des pouces tout à l'heure. Il a été satisfait. Alors, déjà, avant de continuer, j'aimerais vous rappeler que cette séance vient en introduction à notre bootcamp sur la data science. Donc, on a une formation qui vient en mai et j'envoie le lien dans le chat pour ceux qui voudraient participer. Comme vous l'avez vu, on va aborder beaucoup de concepts de machine learning et tout ce qui est apprentissage supervisé et autres. Donc, je vous invite à vous inscrire, le lien est dans le chat, et aussi à vous, vous inscrire à notre communauté. Donc, on va pas laisser Monsieur Hamek partir comme ça, hein. On a encore des questions, ça c'est clair. Alors souvent, on se perd un peu, on entend machine learning, deep learning, et voilà. Et bon, tout à l'heure dans la présentation, tu nous as parlé de machine learning, mais bon, tu nous as pas parlé de façon spécifique de deep learning. Et est-ce que en fait, souvent il y a une différence, ou bien c'est les mêmes choses, ou bien c'est juste une façon d'appeler machine learning, on dit deep learning et ainsi de suite. Ok, Abel. Non, effectivement, il y a une différence entre les deux. Mais, désolé, d'abord, le deep learning est inclus dans le machine learning. Et maintenant, quand on parle de deep learning, euh, c'est une façon de reproduire, d'utiliser les réseaux de neurones. Dans la façon dont les réseaux de neurones communiquent dans notre cerveau, on essaie de reproduire ça à travers des réseaux de neurones artificiels. Alors, quand on commence à utiliser des réseaux de neurones pour faire nos modélisations, là, on parle de deep learning. Et on est supposé, lorsque ce n'est pas le cas, lorsque c'est juste les algorithmes classiques, tels que les algorithmes d'étape de décision, de posting, et là, c'est en fait simplement du machine learning. Donc, c'est l'utilisation des réseaux de neurones artificiels qui fait qu'on parle de deep learning. Bon, bien sûr, avec plusieurs couches. Ok, je vois. Ok, merci. Alors, et on Oui, a en vrai. Merveille qui a levé sa main. Monsieur Merveille, vous pouvez prendre la parole. Ok, bonjour à tous. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce que vous avez présenté. Et surtout, les parties qui m'ont beaucoup intéressé et que je n'ai pas peut-être très vite aperçu, c'est par rapport aux analyses multivariées, je crois. Les OK. parties multivariées, bon, ça a été un peu très vite pour moi quand même. Je me dis peut-être, bon. Ici ou bien Euh, oui, par exemple, là, OK. quelle est l'idée concrètement? En fait, là, par exemple, on a une molécule. Et quand tu vois la molécule, c'est, bon, il y a des atomes et encore d'autres molécules là-dedans et il y a des relations entre elles. Donc, en gros, comment on fait? Pour chacune des molécules, tu peux les voir comme des chaînes de caractères qui seront codées avec des nombres et les relations entre ces molécules et atomes-là, eux aussi seront codées avec des nombres, des 1 ou des 0. Alors, on peut prendre l'algorithme classique de machine learning qui va prendre ça en entrée et essayer de voir, et ça va prendre son entrée et ça va aussi prendre en entrée le target pour la température. Donc, ça va prendre deux températures en entrée comme target. La température pour que ça devienne froid et la température pour que ça passe à l'ébullition. La température de fusion et la température d'ébullition. Et donc, on aura entraîné un modèle qui peut prendre une molécule et les liaisons entre elles et prédire quelles sont les températures de fusion et d'ébullition. Donc, lorsqu'on va passer cette nouvelle molécule-là, elle va prédire pour elle aussi, pour une molécule qu'elle n'a jamais vue, THC, elle pourra prédire ces deux valeurs-là. Alors, quand elle prédit ces deux valeurs, on peut les interpréter. On sait que la première, c'est pour la fusion et la seconde, c'est pour l'ébullition. Je ne sais pas si...
Oui, oui, ça peut aller. C'est bon, merci beaucoup. Ok. Alors, Basile, oui. alors, je vois que on a beaucoup posé des questions. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser maintenant ou dans le chat. Mais bon, si vous n'en avez pas, on va laisser Monsieur Doucet nous dire son mot de fin et ensuite on va clôturer la session. Ok. Pour Basile tout à l'heure, pour les frameworks, bon, je ne me rappelle pas trop. Par contre, j'ai déjà eu à utiliser du Django, c'est pas mal. Mais c'est pas ce que les. Généralement, j'utilise des librairies qui permettent de déployer beaucoup plus rapidement. Je me rappelle pas, peut-être, pour t'envoyer ça après, si tu me laisses tomber. Maintenant, Abel, bon, c'est ça. Merci beaucoup à tous d'être venus sur cette présentation. Je vous invite au bootcamp, la formation organisée par Data Academy. Pour ceux qui veulent aller plus en détail, on ira beaucoup plus en détail sur tout ça. Aujourd'hui, c'était juste une introduction. Merci pour la présentation. Mangaïs ici. J'aimerais savoir, à part le ML Endure, pourrez-vous donner plus de détails sur les autres? Ok, d'accord. Bon, en fait, d'accord. Pour le domaine pour le machine learning, il y a plein de sous-branches en fonction du type de données que l'on traite. Par exemple, il y en a qui traitent des données textuelles, d'autres qui traitent des données des médias, les images, les vidéos. Alors, quand on traite des données textuelles, on fait du traitement du langage naturel. Et effectivement, en fonction de ça, il y a plein de règles en fonction de la manière. Il faut d'abord déjà collecter la donnée, bien la structurer pour résoudre certaines tâches, par exemple des tâches de traduction de texte ou bien de reconnaissance d'entité dans le test, bien d'autres. Et donc, il faut savoir comment la pré-traiter, la structurer, la pré-traiter, et ensuite maintenant on traîne des modèles là-dessus. Et donc, il y en a qui se spécialisent là-dedans. Et par exemple, le traitement d'images ou de vidéos. Là, ce sont ceux qui font du computer vision. Et aussi, il y a une façon de récolter la donnée. Il faut que les images soient de bonne qualité, idéalement. Il faudra aussi comment savoir les labelliser en fonction de la tâche. Par exemple, si c'est une tâche de classification, dire sur l'image s'il y a par exemple un certain fruit ou un autre, il faudrait récupérer des experts pour pouvoir labelliser ces données-là. Les fruits, tout le monde peut le faire. Mais par exemple, si c'est pour connaître certaines plantes sur des images, là, il faudra collaborer avec des experts du domaine et qui vont pouvoir labelliser ça pour nous si on veut faire du surpriser avec l'image. À part cette partie, il faudra maintenant entraîner des modèles. Et pour pouvoir entraîner ces modèles-là, ceux qui font du computer vision sont familiers avec des techniques de pré-processing qui permettent d'améliorer les résultats qu'on a ou de faire de l'augmentation de données adaptées. Par exemple, si on doit détecter, faire de détection, object detection, il faut savoir comment le faire. Donc, ceux qui font du computer vision peuvent se spécialiser uniquement là, puisqu'il y a beaucoup à faire. Donc, je vous dirais que, à part le ML Engineer, il y a des sous-branches en fonction du type de données sur laquelle on se met à travailler. Je ne sais pas si M. Sixé est satisfait. Non, pas. Okay. Ok, donc voilà, merci à M. Cissé pour sa question. Et aussi merci à Mec pour ta présentation, c'était très intéressant. Donc moi, je suis déjà impatient d'être lors de la formation. Donc on va juste remercier Monsieur Amek pour sa présentation et on va se revoir tous lors de la formation pour en apprendre davantage. Donc merci beaucoup et Okay. on se dit au revoir. N'oubliez pas, il y a des liens dans le chat pour ceux qui veulent s'inscrire à la formation et rejoindre la communauté Data Africa. Donc, merci et bonne journée à tous. Merci, bon week-end. Merci.